Bonjour à tous, nous revoilà repartis pour le 5e épisode de la Terre dans l'univers. Dans l'épisode précédent, nous avions présenté l'évolution cosmologique de l'univers dans ses grandes lignes. Et en particulier, nous avions résumé le modèle cosmologique du Big Bang. Nous en étions restés à l'époque de l'âge sombre. Âge sombre qui a concerné la première centaine de millions d'années de l'univers. Cette époque est appelée âge sombre car nous captons très peu de lumière de cette période, dans les confins de l'univers. Alors à cette période, nous avons un univers très jeune, principalement constitué d'hydrogène et d'hélium, avec environ 75% en masse d'hydrogène et 25% en masse d'hélium. C'est un univers qui s'est considérablement refroidi, et la matière, enfin celle que l'on connaît, la matière baryonique, elle se présente principalement sous forme d'atomes bien constitués avec des noyaux atomiques entourés par des nuages électroniques. La dernière image que nous avons donc de l'univers primordial, c'est juste avant l'âge sombre, avec les relevés du rayonnement cosmique fossile. Et de cette image, nous avons retenu que l'univers était alors très homogène et isotrope. Durant tout l'âge sombre, nous n'avons pas de galaxies, nous n'avons pas d'étoiles, et du point de vue chimique, c'est un univers très pauvre, constitué uniquement d'hydrogène et d'hélium, et un petit peu de lithium à l'état de trace. Tout cela, c'est très loin de notre univers moderne, car là, maintenant, nous avons un univers moderne avec une grande richesse dans son organisation structurale, avec des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies, etc. Et surtout, nous avons un univers moderne avec une grande richesse en éléments chimiques et en molécules. Et enfin, nous avons un univers moderne qui permet à la vie de se développer. Alors comment la chose a-t-elle pu se faire? Comment l'univers a-t-il pu se transformer d'un univers très pauvre, rudimentaire, en un univers évolué et très riche? Et bien tout cela, c'est grâce aux étoiles. Et nous allons voir comment ce petit miracle a pu se réaliser dans cette vidéo. En effet, c'est un petit miracle, car au début de l'âge sombre, la destinée de l'univers, c'était quoi? Eh bien, selon le second principe de la thermodynamique, l'évolution naturelle de cet univers en cours d'expansion, c'est surtout un univers où l'entropie augmente, jusqu'à trouver un état d'équilibre, c'est-à-dire un univers qui évolue en se refroidissant de plus en plus, de manière à maximiser l'entropie de cet univers dans un état d'équilibre définitif. Et quand on parle d'état d'équilibre en thermodynamique, c'est quand tout est figé et que plus rien ne bouge. Bref, un état d'équilibre, c'est la fin, c'est la mort. Mais l'univers, c'est aussi beaucoup d'énergie. Et cette énergie, elle doit se dissiper. Et pour maximiser cette dissipation d'énergie, tout système thermodynamique ont ce que l'on appelle des structures dissipatives. Une structure dissipative, c'est un système thermodynamique ouvert qui échange de la matière et de l'énergie avec son environnement. Les structures dissipatives sont des entités évoluées qui s'auto-organisent, qui s'auto-structurent et qui permettent de maximiser la production d'entropie dans l'univers, même si cela est au prix d'une diminution locale de l'entropie. Les tourbillons dans une tempête sont des structures dissipatives, les êtres vivants sont des structures dissipatives, et les étoiles sont des structures dissipatives. Ainsi, dans cet univers tout jeune, peu évolué, mais avec tout plein d'énergie, l'émergence de ces structures organisées comme les étoiles était une destinée toute naturelle. Alors on entend souvent dire qu'une étoile, c'est une grosse boule de gaz chaud. Cette définition est incorrecte, car dans un gaz, la matière est sous forme atomique, ce qui n'est pas le cas des étoiles, car elles sont trop chaudes. Et avec leur température qui dépasse facilement le milli de Kelvin en surface, et pouvant atteindre le milliard de Kelvin en leur cœur, une étoile, c'est surtout une boule de plasma, où la matière atomique est dissociée, sous forme d'une soupe de particules, de noyaux atomiques, d'électrons et de photons. Alors il y a une grande variété d'étoiles, et le premier déterminant qui explique cette variété, c'est la quantité de matière. C'est la masse de matière baryonique. Car qui dit masse dit gravité, et la gravité est la première source d'énergie d'une étoile. Cela part au début d'un nuage moléculaire de matière très peu dense, réparti sur plusieurs centaines d'années-lumière à la ronde. Rappelons que l'ordre de grandeur du rayon d'un système stellaire comme le Soleil, c'est une année-lumière. Et là, sur ce nuage géant, une petite perturbation vient bouleverser tout ça, et vient générer de la turbulence, et entraîner la contraction de ce nuage par la gravitation. Une perturbation qui peut être à l'origine de tout cela, cela peut être une onde de choc issue d'une supernova.
Alors rappelons que la formule de l'énergie potentielle de gravitation entre une masse petit m et une masse grand M, c'est donné par cette formule, où petit r est la distance initiale, où grand G est la constante de gravitation, et cette constante elle est égale à 6,67 10-11 m3 par kilo et par seconde carrée. Alors quand une masse petit m se rapproche d'une masse grand M, et quand elle vient de l'infini, eh bien cela nous donne une énergie qui est égale à ça. Alors l'interaction gravitationnelle est une interaction beaucoup moins puissante que les trois autres interactions fondamentales de l'univers. Interaction nucléaire forte, interaction nucléaire faible et interaction électromagnétique. Mais l'interaction gravitationnelle, elle va mobiliser d'énormes quantités de matière, réparties on l'a dit sur plusieurs dizaines à centaines d'années-lumière. Et au final, cela va convertir d'énormes quantités d'énergie en chaleur. C'est pour cela que pour évaluer le type d'étoile, on regarde déjà sa masse. Plus il y a de masse, plus la quantité d'énergie mise en jeu sera importante, et plus sa température sera importante. Une étoile, cela commence donc par un effondrement gravitationnel, et s'il n'y avait rien pour compenser, cet effondrement pourrait aller très loin. Mais heureusement, cet effondrement gravitationnel va chauffer de manière très importante la matière, cela va transformer la matière en plasma, et cette montée très haute en température va permettre l'allumage du deuxième moteur de l'étoile. Ce deuxième moteur est alimenté par une autre source d'énergie, l'interaction nucléaire forte, qui se libère quand la température devient assez élevée, pour former de nouveaux noyaux atomiques de configuration énergétique plus stable. Pour l'hydrogène, cela commence vers 15 millions de degrés Kelvin et à cette température, ces noyaux d'hydrogène, ces protons, se mettent à s'associer les uns aux autres pour former des noyaux d'hélium 4. Cette source d'énergie, c'est la fusion nucléaire. Ces températures extrêmes vont s'opposer à l'effondrement gravitationnel et les particules très agitées vont exercer ce qu'on appelle une pression radiative ou une pression de radiation qui tend à expulser la matière vers l'extérieur. Ainsi, une étoile, c'est une structure dynamique où deux forces s'opposent. D'une part, l'effondrement gravitationnel, une force centripète qui tend à comprimer la matière vers le centre de l'étoile, et d'autre part, la pression radiative, entretenue par la fusion nucléaire, autrement dit l'interaction nucléaire forte, et c'est une force centrifuge qui tend à projeter la matière vers l'extérieur. Alors pour expliquer les différents types d'étoiles, le mieux est de partir d'un diagramme bien connu par les astronomes, c'est le diagramme de Hertzsprung-Russell ou diagramme HR. Sur ce diagramme, les différents types d'étoiles observés dans la nature sont représentés par un point. Il y a deux paramètres qui permettent de différencier une étoile. Le premier paramètre, c'est sa luminosité et le deuxième, c'est sa couleur. Alors, la luminosité, c'est sa puissance lumineuse et on le voit sur ce diagramme, l'échelle est logarithmique. Alors les astronomes préfèrent utiliser un autre paramètre pour quantifier la luminosité, c'est la magnitude. Et déjà nous avons la magnitude apparente. La magnitude apparente, c'est la luminosité d'une étoile telle que nous la voyons depuis la Terre. Mais le problème de la luminosité apparente est que cela dépend de la distance de l'étoile. Et la luminosité apparente d'une étoile, cela décroît avec le carré de la distance. La magnitude apparente n'est donc pas un critère très pertinent pour classer une étoile. C'est pour cela que l'on préfère utiliser la magnitude absolue. La magnitude absolue, c'est la luminosité de la même étoile, mais recalculée et normalisée comme si on l'observait à une distance de 10 parsecs. Alors faire attention, magnitude apparente et magnitude absolue, ce sont des échelles inverses. Les magnitudes négatives, c'est pour des luminosités importantes. Et les magnitudes positives, c'est pour les luminosités qui sont faibles. Ainsi, le Soleil, c'est une magnitude absolue de 4,83. Et l'échelle des magnitudes est fixée par rapport à une étoile de référence, qui est l'étoile Vega, telle qu'elle est observée depuis la Terre. Et sa magnitude apparente a été fixée à 0 de manière arbitraire. À chaque fois qu'on décroît la magnitude d'une unité, eh bien, on multiplie la luminosité par 2,5. Bien, le deuxième paramètre utilisé dans le diagramme HR pour différencier les étoiles, c'est le type spectral. Le type spectral d'une étoile, il est relié à sa couleur, et sa couleur, elle est reliée à la température de sa surface. Et là, pour indiquer le type spectral, on utilise des lettres majuscules.
Et dans ce diagramme, le Soleil, notre étoile, est une étoile de type G2. Grand G parce qu'elle a une couleur prédominante dans le jaune, et le chiffre 2 indique sa puissance relative par rapport à toutes les étoiles de type G. On aura donc 0 pour les plus puissantes et le chiffre 9 pour les moins puissantes. Première remarque, c'est que dans ce diagramme HR, les points ne couvrent pas tout l'espace. Il y a donc une certaine logique entre la magnitude et le type spectral d'une étoile. Et cela est particulièrement net pour les étoiles qui appartiennent à ce que l'on appelle la séquence principale. Deuxième remarque, les étoiles, elles évoluent et leur luminosité et leur couleur changent au cours du temps. Une étoile, cela n'est donc pas un point fixe dans le diagramme HR. Alors comment expliquer tout cela ? Eh bien, les étoiles de la séquence principale, ce sont des étoiles qui carburent à l'hydrogène. Elles utilisent l'hydrogène comme combustible nucléaire et elles font de la fusion de l'hydrogène pour produire de l'hélium. Cette fusion nucléaire fournit beaucoup d'énergie et c'est cela qui explique la longévité relativement longue de ce genre d'étoiles. Mais ces processus de fusion nucléaire dépendent de la température. Et plus c'est chaud, plus cette fusion se fera à grande vitesse. Or, la température d'une étoile est liée à sa masse, qui tend à converger vers le centre de l'étoile, sous l'effet de la gravité. De ce fait, plus une étoile sera grosse, plus elle consommera rapidement son combustible nucléaire d'hydrogène. Donc, plus une étoile sera grosse, plus elle sera puissante, et plus sa luminosité sera importante. Et plus une étoile sera grosse, plus sa durée de vie sera courte. C'est ainsi que l'on peut distinguer ces différentes catégories d'étoiles le long de la séquence principale. On va commencer par les plus petites et les plus faibles. D'abord les naines brunes. Alors les naines brunes, ce sont des étoiles avec une masse inférieure à 10% d'une masse solaire. Ce sont des étoiles qui ne possèdent pas assez de masse pour enclencher la fusion nucléaire de l'hydrogène. Elles vont donc fonctionner uniquement par la fusion nucléaire du deutérium. Mais du deutérium, il n'y en a pas beaucoup. Et elles vont vite s'éteindre et on peut les considérer comme des étoiles mortes-nées. Puis nous avons les naines rouges. Alors les naines rouges, ce sont des étoiles avec une masse comprise entre 10 et 30% d'une masse solaire. Elles fonctionnent grâce à la fusion nucléaire de l'hydrogène, mais elles le consomment à un rythme très lent. De fait, ce sont des étoiles qui auront une durée de vie de l'ordre de la centaine de milliards d'années. Puis nous avons les naines jaunes, et le Soleil en fait partie. Ce sont des étoiles avec une masse comprise entre 30% et 8 fois une masse solaire. Ce sont les étoiles les plus communes dans l'univers, et elles ont une durée de vie de la dizaine de milliards d'années comme le Soleil. Et quand elles ont consommé leur stock d'hydrogène dans le cœur de l'étoile, le cœur se contracte et s'échauffe encore plus. Et leur enveloppe externe se dilate sous l'effet de la pression radiative. Et là, on passe à une autre catégorie d'étoiles que l'on appelle une géante rouge. Et les géantes rouges, elles ne sont pas sur la séquence principale du diagramme HR car elles fonctionnent différemment. En effet, il n'y a plus assez d'hydrogène dans le cœur de l'étoile, mais le cœur est devenu assez chaud pour faire fusionner l'hélium en carbone puis en oxygène. Et dans le cas du Soleil, cette fusion de l'hélium se fera encore pendant 200 millions d'années, jusqu'à l'épuisement de l'hélium. Et là, il y aura une nouvelle contraction du cœur en carbone et oxygène de l'étoile, et là, la fin est proche. Les enveloppes externes sont éjectées violemment dans l'espace et cela va donner une nébuleuse planétaire. Le terme est mal choisi car l'objet n'a rien à voir avec une planète. Et là, le cœur de l'étoile va se transformer en un autre type d'étoile que l'on appelle une naine blanche. Cette naine blanche aura une taille voisine de celle de la Terre, en ordre de grandeur, et sous l'effet de l'effondrement gravitationnel, cette naine blanche sera constituée de ce qu'on appelle de la matière dégénérée. Alors la matière dégénérée, c'est de la matière atomique, ici principalement des atomes de carbone, mais où les électrons sont forcés à se rapprocher de manière considérable de très près du noyau atomique. Cela va donc donner une matière très dense avec une densité qui est de l'ordre de la tonne par centimètre cube. Autrement dit, on multiplie la densité de la matière par près d'un million.
Alors une nébuleuse planétaire, cela donne toujours des images très belles, car la naine blanche émet de la lumière ultraviolette qui va exciter les éléments chimiques de la nébuleuse planétaire et cela les rend fluorescents. En plus, rappelons qu'une nébuleuse planétaire, cela va contenir du carbone, de l'oxygène, c'est-à-dire des éléments qui participent à la construction de l'eau et d'autres molécules biologiques avec l'hydrogène. Ainsi, l'espace interstellaire se retrouve ensemencé avec des éléments chimiques encore légers mais plus évolués et qui n'avaient pas pu être fabriqués lors de la nucléosynthèse primordiale après le Big Bang. Puis, toujours sur la séquence principale, nous avons des étoiles plus massives, plus puissantes et à durée de vie plus courte. Alors pour les étoiles entre 8 fois et 40 fois une masse solaire, nous avons les géantes bleues. Ces étoiles fonctionnent comme le Soleil grâce à la fusion de l'hydrogène en hélium, mais elles consomment ce combustible à un rythme effréné. Et très vite elles vont monter en température. Cela va donner des étoiles que l'on appelle des supergéantes rouges. Et ces supergéantes vont fusionner de l'hélium en carbone, oxygène, puis elles vont fusionner le carbone et l'oxygène en magnésium, en soufre, en silicium, et cela jusqu'au fer. Nous avons donc des étoiles qui ont une structure concentrique en forme de pelure d'oignon, où ces fusions se font dans ces différentes couches. Et avec le fer, la fusion va très vite s'arrêter, car une étoile ne peut pas produire de l'énergie en produisant des noyaux atomiques plus lourds que le fer. Et là, la fin va être très explosive. Car faute d'énergie nucléaire de fusion, la structure stellaire se détruit en un instant. Le cœur se contracte à grande vitesse sous l'effet de l'effondrement gravitationnel et il va se transformer en une étoile à neutrons. Alors dans une étoile à neutrons, les atomes n'existent plus. La matière se transforme en une accumulation très dense de neutrons avec une densité encore 100 millions de fois plus importante que dans une naine blanche, c'est-à-dire une densité de l'ordre d'une centaine de millions de tonnes par centimètre cube. Quant aux enveloppes externes, elles vont être projetées à très grande vitesse dans l'espace. Et cela va donner un phénomène très lumineux dans le ciel que l'on appelle une supernova. Et la matière projetée dans l'espace donnera ce que l'on appelle un rémanent de supernova. Et enfin, pour les étoiles encore plus grosses sur la séquence principale, nous avons les étoiles qui ont une masse supérieure à 40 fois la masse solaire, et là, tout est démultiplié. Nous avons des hypergéantes bleues qui vont donner des hypergéantes rouges, et à la fin de sa vie, les hypergéantes rouges vont donner des hypernovas, et le cœur stellaire de ces hypernovas va se transformer en trou noir. Voilà, ici se termine cette petite vidéo sur les étoiles et leur importance pour la synthèse des éléments chimiques jusqu'au fer. Nous avons vu que les étoiles sont des structures dissipatives qui permettent de convertir de l'énergie potentielle de gravité et de l'interaction nucléaire forte en chaleur et en rayonnement, c'est-à-dire dans des formes dégradées de l'énergie, et cela en conformité avec le second principe de la thermodynamique. Ce faisant, nous avons vu aussi que ces étoiles jouent un rôle important dans la nucléosynthèse d'éléments chimiques très importants de la première moitié du tableau périodique, comme le carbone, l'oxygène, le magnésium, le soufre, le silicium et le fer. Avec cela, nous pourrons construire des planètes telluriques comme la Terre, et nous avons les constituants essentiels pour les futures molécules de la vie. Enfin, nous avons vu que ces étoiles sont très variées et que la masse de matière est le premier déterminant principal dans cette variété d'étoiles. Nous n'avons pas tout dit sur la nucléosynthèse stellaire, car il nous manque les éléments les plus lourds de la seconde moitié du tableau périodique. Nous continuerons donc là-dessus pour la prochaine fois. À bientôt!